Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il faut dire que de nouvelles manifestations contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara ont eu lieu vendredi dernier à Abidjan et dans le reste de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes avaient suspendu toutes les manifestations publiques jusqu'au 15 septembre, mais les opposants ont manifesté contre Ouattara malgré cette interdiction. Les responsables féminines de l'opposition avaient notamment appelé à une journée d'action des femmes sur tout le territoire à la veille de l'investiture officielle de Ouattara comme candidat par son parti. De nombreux analystes ont commenté cette actualité sur Afrique Média. Suivons maintenant les analyses de la situation par les différents panélistes sur Afrique Média. Suivons. Et aujourd'hui encore, actualité oblige, nous repartons en Côte d'Ivoire où la tension monte à l'approche des élections. Eh bien, les manifestations sont désormais interdites jusqu'à la mi-septembre selon le régime en place. Que craint-il? On en saura davantage avec nos invités qui sont déjà en place. Les téléspectateurs également auront droit à la parole comme c'est le cas dans le cadre de cette émission Appel sur le continent. Et nous en avons deux comme invités. Et bien sûr, honneur aux femmes, nous avons Madame Eben Boigny qui est avec nous. Bonsoir Madame Boigny. Alors, le micro de Madame Eben, est-ce qu'il est ouvert? Madame Eben, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, on vous présente donc comme une activiste politique. Vous acceptez cette casquette? Oui. Très bien, merci d'être avec nous. Et bien sûr, un autre de nos invités, c'est bien sûr Isaac Kofi. Bonsoir Isaac Kofi. Oui, bonsoir M. Bachir. Et voilà, je suis honoré d'être là pour défendre mon pays, défendre la Côte d'Ivoire. Donc, merci pour l'invitation que vous avez bien sûr voulu nous étendre pour participer à cette émission. Alors, vous êtes analyste politique et bien sûr, on voudrait quand même avoir votre point de vue sur la situation de la Côte d'Ivoire de ces derniers jours, des manifestations, la contestation contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Alors, que dit l'analyste politique? Bon, d'abord, vous voyez, il est très manifeste, c'est très clair que M. Alassane Ouattara veut violer la Constitution. Il est la seule personne qui affirme qu'il va faire le premier mandat d'une prétendue troisième république. Mais en France, que ce soit bon, en France, vous avez entendu, M. Macron ne s'est pas encore prononcé, il s'est déjà prononcé sur la non-candidature, donc il n'a pas envie de se dédier. Mais nous avons la presse française qui répète en écho que M. Ouattara veut briguer un troisième mandat. Il y a aussi la presse internationale au Royaume-Uni, un peu partout. Donc, ce qui se passe, c'est clairement une violation de la Constitution. Mais la situation s'est empirée depuis le coup d'État, si on peut l'appeler ainsi, au Mali, parce que c'était à la suite de la demande populaire que les militaires, qui sont aussi une partie de la population, qui sont partie du peuple, sont intervenus pour mettre fin au blocus politique. Donc, en Côte d'Ivoire, M. Ouattara a peur, c'est lui qui instrumentalise la CEDEAO pour venir à l'encontre des militaires et aussi de la population au Mali, parce qu'il prend l'embargo sur les médicaments. Je rappelle qu'il avait déjà fait cela en Côte d'Ivoire et ça a eu des effets très néfastes sur la population. Il y a eu de nombreux morts dans les hôpitaux qui sont déjà, nous savons tous, en situation très critique. Donc, M. Ouattara a peur, il mobilise ses miliciens parce que l'armée ne le suit pas, la gendarmerie non plus. Bon, quelques éléments de la police le suivent. On a vu ce que Human Rights Watch qui a montré des vidéos où des miliciens, des microbes, comme on les appelle à Abidjan, de M. Ouattara s'attaquaient aux manifestants, aux mains nues. Aujourd'hui, même où je vous parle, il y a des manifestations et certaines personnes, des microbes encore, ont été arrêtés. Certains portaient des machettes. On a des véhicules non identifiés qui circulent dans la ville. Donc, M. Ouattara a peur. C'est en substance ce qu'il faut retenir. Il a peur que ce qui s'est passé au Mali se reproduise en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des similitudes. Voilà, c'est l'expression, des similitudes dans la gestion politique en Côte d'Ivoire et aussi la gestion politique de M. Ibeka au Mali. Mais est-ce qu'il pourra malgré tout ce qu'il déploie comme énergie pour fermer, je dirais, les moyens d'expression du peuple de Côte d'Ivoire, pour brimer le peuple, l'empêcher de s'exprimer, est-ce qu'il pourra tenir? Je pense que sur le long terme, non, parce qu'on a vu aujourd'hui que les Ivoiriens sont sortis nombreux. On a toutes les villes, à Bangourou, Gagnoa, Yamoussoukro, Abidjan même, beaucoup de quartiers. Et je peux vous l'affirmer, c'est la deuxième fois en Côte d'Ivoire que les femmes sont mobilisées aussi de façon exceptionnelle.
Depuis 1949, les femmes n'étaient pas sorties comme elles sont sorties aujourd'hui. Elles sont sorties pour dire non. Et on a vu M. Ouattara envoyer la police, tirer des gaz lacrymogènes, tirer même souvent des balles en caoutchouc. On n'a pas encore confirmation, mais il y a eu des balles réelles qui ont été tirées sur des manifestants et des manifestantes. Donc, nous allons voir jusqu'où ira M. Ouattara, mais il a perdu le capital crédit qu'il avait auprès de la communauté internationale. Il a perdu aussi son capital crédit en Afrique de l'Ouest et aussi en Côte d'Ivoire. Personne ne le soutient. Il est seul dans cette aventure avec quelques personnes telles que M. Bitogo, son épouse et lui qui le soutiennent. Mais toute la classe politique, que ce soit les membres de son propre parti, ils rejettent cette idée de troisième mandat parce qu'elle conduirait à une guerre civile. Donc, sachez que M. Ouattara est isolé. C'est la peur qui le pousse à prendre toutes ces décisions et poser les actes qu'il pose maintenant. Mais sinon, le peuple est engagé résolument à le faire partir ou au minimum à le faire revenir sur sa décision. Justement, est-ce que ces craintes du régime en place, au vu de ce qui s'est passé au Mali, ne seraient pas fondées? Fondées, bon, je pense que... oui, mais... La parole à Mme Boigny. Ah, d'accord. Madame Boigny, c'est à vous la parole. Ok. Merci beaucoup, M. Bachir, de me donner cette occasion à travers Afrique Média. Le président Alassane Ouattara nous a démontré depuis longtemps que ce n'était pas une personne crédible. Il nous a toujours démontré qu'il était un putschiste. Il a trempé dans plusieurs malversations politiques, nous le savons. Aujourd'hui, il s'est dévoilé au monde entier. Dire que ses craintes sont fondées, je ne saurais le dire. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas qu'il se présente. Nous ne sommes pas prêts à accepter, ne serait-ce même que sa candidature de façon officielle, parce qu'elle va contre notre constitution, parce qu'elle va contre le texte fondamental que nous nous sommes donné. Maintenant, que ce monsieur qui a toujours brillé par cette façon d'agir et au bout du compte de ne pas vouloir prendre ses responsabilités, se présenter comme un saint, un saint-nitouche qui ne fait jamais rien, ce sont toujours les autres. Mais aujourd'hui, les événements ont donné raison à ceux qui ont toujours dit que ce monsieur était un fauteur de troubles professionnels. Maintenant, il essaye de manipuler la CEDEAO pour ne pas que ce qui se passe au Mali puisse inspirer les Ivoiriens ou alors que ce qui se passe au Mali ne puisse donner l'envie aux gens d'aller au bout de leur contestation. Mais nous irons au bout de notre contestation. Qu'elle arrive à se traduire comme ce qui s'est passé au Mali, ce n'est pas ça notre objectif. Nous, ce que nous retenons, ce que nous voulons, c'est que ce monsieur arrête de bafouer les fondamentaux de notre pays, qu'il arrête de bafouer notre pays, qu'il arrête de bafouer nos populations, qu'il arrête de jeter les gens en prison comme s'il était un Dieu tout-puissant. Parce qu'aujourd'hui, Mme Pulchérik Balé a été jetée en prison avec les membres de son équipe. Plusieurs personnes sont en prison depuis des années. Des milliers sont en exil. Ce monsieur, quand il a pris le pouvoir, comment nous le savons, avec l'aide de la France, sous les bombes de la France, plusieurs milliers d'Ivoiriens sont en exil. Il n'a jamais posé un seul acte de réconciliation. Il n'a jamais posé un acte pour aller vers les Ivoiriens, mais il est resté dans sa tour d'ivoire avec sa minorité qui est autour de lui, qui bénéficie. Donc, si aujourd'hui, on pense que ce que nous sommes en train de réclamer en Côte d'Ivoire s'apparente à ce qui s'est passé au Mali, nous ne saurions répondre à cette question, mais toujours est-il que nous allons rester sur notre position et nous allons battre le pavé jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Soit, comme vient de le dire le frère, soit il retire ses velléités de se présenter, soit il abandonne carrément le pouvoir et que ce soit sa décision. Nous n'arrêterons pas, nous allons aller jusqu'au bout parce que là où nous sommes arrivés et par respect pour les morts qu'il y a eu depuis cette affaire du troisième mandat, nous allons aller jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Mais Mme Boigny, justement, quand vous dites soit il retire sa candidature, soit il abandonne le pouvoir, est-ce que l'éventualité de l'abandon de pouvoir ne viendrait pas à ce moment-là vous mettre aussi en violation de la Constitution? Il s'agit tout de même d'un président élu. Mais quand je dis abandonner le pouvoir, ce n'est pas prendre sa valise et partir. Oui. Rester, ça dit que les élections, c'est en octobre. Donc, logiquement, le président, il va jusqu'au bout de son mandat, il organise les élections et il se retire selon ce que nous dit notre Constitution.
quand je dis abandonner le pouvoir, ce n'est pas dans le sens qu'on le chasse et puis il s'en va. Que ses intentions de vouloir briguer un mandat, qu'il les abandonne et qu'il reste dans sa position de président sortant, qu'il ne veuille pas se maintenir au pouvoir pour qu'après octobre 2030, pardon, 2030, je suis allé trop vite, 2020, il continue de se considérer comme un président de la République de Côte d'Ivoire. Très bien, voilà qui est donc. Je voulais dire à travers. Voilà. Très bien, voilà. En tout cas, c'est une bonne précision parce qu'il faut bien le comprendre pour ne pas très mal interpréter vos propos. Alors, avant de revenir vers vous, messieurs et dames, je voudrais vous proposer quelques images justement des manifestations. Vous avez tous les deux évoqué les manifestations des femmes qui sont allés dans la rue et M. Kofi disait que c'est une grande première depuis les années de l'indépendance. On va suivre quelques extraits et on revient juste après. Notre soeur qui est en prison, et puis comme dit nos responsables, par rapport à la soeur, de reviser la soeur, nous demandons de pouvoir le faire. Et c'est la paix du Côte d'Ivoire. Nous marchons pour la paix. Nous marchons la paix. Les mains nues. On ne nous brutalise pas, on marche, on va, on dépose une motion et puis on retourne chez nous tranquillement. Je vous remercie. Nous disons à Alassane Dramane Ouattara, nous ne voulons pas du troisième mandat. C'est pourquoi les femmes marchent pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc Alassane nous prend la paix avec son troisième mandat. Il ne peut pas faire le troisième mandat. C'est pourquoi nous les femmes, on est nus, nous voilà. C'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui savons ce qui se passe. Qu'il nous laisse la paix. On veut la paix dans ce pays. Notre Côte d'Ivoire nous appartient. On veut la paix. Les femmes de Côte d'Ivoire veulent la paix. On est là. Vous nous voyez. On n'a rien. Les femmes. On n'a rien. On veut la paix. La paix dans ce pays. Nous sommes des peuples de paix. C'est pourquoi on a donné notre pays à Alassane Ouattara de venir aussi. Quand il est arrivé, il partent de chez nous. On ne l'a pas brutalisé, on ne l'a pas tué, on n'a pas gouverné notre pays avec machette, ni tabac, ni couteau, ni flèche. Qu'Alassane Ouattara aille là où il est arrivé. Si Alassane Ouattara a de l'argent, il n'a qu'à aller commander Burkina Faso pour transformer le Burkina Faso comme la Côte d'Ivoire. C'est des femmes gueules. C'est des femmes gueules. S'il vous plaît, une déclaration ici. Un chef, une parole. Nous demandons aux résidents de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. À toutes les femmes de Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes qui savent que ce pays nous appartient. On a un seul pays, on n'a pas de deuxième. Alassane, président de la République, est venu. Il nous a dit dans le mois de mars qu'il n'allait plus être président. On l'a embrassé, on a dansé. Il a fait 2 mandats, ça suffit. Lui-même, il avait dit qu'un seul mandat suffisait. Il a fait 2. 3e, là, c'est pas possible. Nous, on n'a rien dit. Lui-même, il nous a dit qu'il ne veut pas un 3e mandat. Il ne fera pas un 3e mandat. Qu'il nous laisse la paix, qu'il parte. Il y a beaucoup d'intellectuels dans ce pays. Il y a beaucoup d'intellectuels. Peut-être même d'autres mais sont plus instruits que lui. Il n'a qu'à choisir un. Il n'a qu'à choisir un autre qui va le remplacer au RDN. Nous ne voulons plus de lui. Merci. Ok, commencez à chanter et puis partir. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, alors que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir, il a fait déjà 2 mandats. On lui dit merci, il a fait 2 mandats. Qu'il parte pour qu'il soit historique de mettre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous on peut dire. Qu'il parte. De tenir sa parole. C'est important pour un chef. Un chef, une parole. Alassane, le 3e mandat. Les Ivoiriennes n'en veulent plus. Elles n'en veulent pas. Merci. Restez groupés et puis venez ensemble. Les femmes de Côte d'Ivoire marchent contre l'injustice, contre les arrestations abusives. Les femmes qui sont en prison, qu'il a arrêtées, qu'il les libère. Qu'il libère les prisonniers politiques. 3e mandat, on n'en veut pas. Parce que notre constitution dit pas de 3e mandat. Nous n'acceptons pas qu'il piétine notre constitution. C'est pour ça que nous marchons. Qu'il libère les prisonniers politiques, les femmes qui sont en prison. Qu'il les libère. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Nous ne voulons pas de violence. Voilà pourquoi nous marchons. C'est ça qui est là. Un garçon là,
Son nom va être non. Son oui là, ça doit toujours rester oui. Il a dit non, le non là, ça doit rester. Et il a dit 2020 là, il va être en accord avec le président Henri Konan Bédié. C'est ce qu'on attend. On ne veut pas deuxième. On ne veut pas de trahison. Le président ne l'a pas traité. Moi-même qui suis là, j'ai dit à tous mes parents de le voter. Mais aujourd'hui là, lui aussi n'a qu'à dire à ses parents de voter Henri Konan Bédié. On veut la paix. Nos enfants sont dans les cabines. Nos noms ne sont jamais dans le concours. On est fatigué. C'est tout ce qu'on veut. La paix. Maman Marie-Mère de la Charité chrétienne, l'heure est grave. L'heure est venue pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est qui a à César, donne à César. Nous avons été très patients. Très patients. Mais aujourd'hui, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Ils ont embarqué toutes les femmes qui venaient pour la marche pacifique. Toutes les femmes. Présentement, on n'a pas encore les noms. Ils ont arraché tous les portables de ces femmes-là, les traumatisés. Sommes-nous dans un pays démocratique ou un pays de dictature? Nous ne baisserons pas les bras. Quel que soit ce qu'ils feront, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Voilà, merci donc à la réalisation pour ces images. Madame Eben Bouani, comment vous réagissez à ces images? Ce sont des femmes qui sont dans la rue, généralement. Alors, en tant qu'Africain, on sait que c'est un très grand message quand c'est les femmes qui prennent les devants. Oui, effectivement, il y a un adage qui dit toujours que derrière un grand homme se tient une grande dame. Les dames, les femmes, de par notre culture, de par notre façon de voir les choses, les femmes sont toujours en retrait. Ce qui veut dire que si les femmes décident de sortir aujourd'hui, c'est pour manifester un ras-le-bol. Parce que la femme, quand elle décide de se lever, c'est le dernier rempart de la société. Alors si nous, femmes qui donnons la vie, qui savons ce que c'est que les douleurs de l'enfantement, nous savons que nos enfants sont tués simplement parce qu'ils décident de dire non à une décision que veut prendre un président sortant et que cette manifestation les emmène 6 pieds sous terre, aucune femme ne peut accepter ça. Alors si aujourd'hui les femmes se lèvent, c'est un message qu'elles envoient à l'univers. Et c'est un message que M. Alassane Dramane Ouattara serait bien intelligent d'écouter. Les femmes ont bravé aujourd'hui ces microbes qu'il envoie dans les manifestations armées de machettes et d'objets contondants. Les femmes ont bravé aujourd'hui la peur qui peut serrer les entrailles. Les femmes ont vaincu cette peur-là aujourd'hui pour sortir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, quand la femme se lève, le monde entier tremble. Et M. Alassane Ouattara et son groupuscule d'individus excités qui l'encouragent à se maintenir dans cette position devraient prendre leçon et se tenir à carreau. Les femmes ont décidé de sortir. Elles sont prêtes à aller jusqu'au bout. Et nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous fassions entendre notre volonté, celle de voir ce monsieur ne pas se présenter, ne pas aller jusqu'à déposer sa candidature officielle. Voilà ce que je peux dire pour l'instant relativement à la sortie des femmes. La femme est le dernier rempart de la société. Alors, si nous sortons, c'est quand? Voilà. Alors, nous sommes à quelques heures seulement de cette fameuse annonce de la candidature officielle du président Alassane Dramane Ouattara. Ce sera, selon nos informations, le samedi 22 août, c'est-à-dire dans quelques heures tout simplement. Isaac Kofi, parmi ces femmes, il y en a une qui parlait des arrestations de femmes, des portables confisqués. Est-ce que cela ne va pas aggraver plutôt la situation? Bon, oui, déjà l'arrestation, je dirais en début de semaine de Mme Balé, a mis un peu on dirait de l'huile sur le feu. Parce que déjà, il faut comprendre, elle manifestait de façon pacifique, elle ne violait aucune loi et elle réclame un droit qui leur est, bien sûr, de façon solennelle, reconnu par la Constitution. Voilà. Le président ne doit pas briguer un troisième mandat. Aucun citoyen ivoirien, quel que soit son rang, quel que soit, disons, sa classe sociale, ne peut briguer un troisième mandat. C'est ça l'essentiel, l'essence du message. Donc, c'est ce que ces femmes-là, elles ont réclamé. Et je pense, je dois vous le dire, c'est les femmes qui sont au devant, je dirais, de cette contestation depuis le début. C'est Mme Balé qui a lancé l'appel à manifester du 13 août
et la population est sortie de façon massive sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, ce sont encore les femmes qui lancent le message, mais pour sortir elles-mêmes. Elles sont sorties partout. Et bien avant cela, M. Ouattara instaure l'état d'urgence. Et il envoie la police sur le lieu. Nous avons des vidéos de violence faites à ces dames-là. Certaines ont été violentées physiquement, hein, et certaines ont aussi été arrêtées et conduites à la préfecture de police, relâchées après. Mais qu'est-ce qui va s'en suivre? Nous ne savons pas. Le procureur ou l'adjoint du procureur de la République a donné une conférence de presse. Nous sommes dans l'attente de voir qu'est-ce qu'ils feront. Parce que sachez aussi, je vous l'annonce, que le RDR a marché aussi aujourd'hui, pendant que les femmes marchaient d'un côté et la police les brimait. De l'autre côté, les militants du RDR étaient encadrés pour marcher, pour dire oui, nous voulons M. Alassane Ouattara, nous préparons pour demain pour aller faire l'apothéose au stade du Feu-Boigny. Donc, qu'est-ce que nous devons entendre par le message des femmes? C'est-à-dire, si c'est nos mamans qui sont dans la rue, automatiquement les enfants et aussi les maris, les frères et les pères, ils vont sortir pour les seconder. Et cette mobilisation ne va pas faiblir. Vous allez voir que les jours à venir, le peuple de Côte d'Ivoire, il se sent trahi par le président Ouattara, va se mobiliser encore plus. On voit des villes qui, de façon, on va dire, générale, ne s'intéressaient pas ou ce ne sont pas des villes contestataires. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. On a vu le cas d'Abangourou, où les jeunes sont sortis massivement, ils ont fait face à la police. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des policiers qui n'ont pas de matricule. Nous avons des policiers, par exemple, des mercenaires, on va les appeler ainsi. Ce sont des mercenaires. On nous parle d'éléments venus du Burkina, du Togo, et qui sont aux côtés des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire pour réprimer les marches. Parce que les militaires ivoiriens se désengagent dans la répression des marches. Ils ont fait plusieurs communiqués. Hier, ils ont même émis un communiqué la nuit que, bon, j'avais publié, mais j'aimerais aussi vous parler un peu de ce communiqué. Les militaires sont prêts à prendre leurs responsabilités si M. Ouattara continue dans cette politique de brimer la population. Donc, il faut attendre pour voir, mais sachez que le mouvement qui est engagé ne va pas faiblir et les femmes sont décidées, les hommes vont les rejoindre dès demain. Si le RDR peut faire comment je vais appeler cela, sa cérémonie d'investiture au stade Félix Houphouët-Boigny en plein état d'urgence, en période de coronavirus, les populations aussi qui sont contre ce troisième mandat vont se manifester sur toute l'étendue du territoire. Donc, je pense que nous sommes partis pour un long bras de fer, mais que le peuple de Côte d'Ivoire va gagner à la fin. Alors, Madame Boigny, justement, et puis nous allons donner la parole à nos téléspectateurs après. Madame Boigny, alors si la Constitution donne le droit de manifester aux citoyens ivoiriens, cette même Constitution quand même reconnaît que le pouvoir en place peut prendre des mesures restrictives dans le cadre de l'état d'urgence. Oui, absolument. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand le gouvernement fait du 2 poids 2 mesures, le rôle du citoyen, c'est de refuser ça. Lorsque M. Alassane Dramane Ouattara a décidé de se présenter, ses partisans sont sortis massivement dans les rues pour manifester. Ils n'ont été inquiétés par personne. Et en ce moment, on était en pleine mesure de coronavirus. Personne n'a été inquiété. Ils sont sortis, ils ont manifesté, ils ont dit qu'ils sont contents, ils sont d'accord. Et maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, ils sortent pour manifester, c'est les brimades. Dans ces conditions-là, si le gouvernement prend des décisions pour instaurer un état d'urgence parce que la situation devient chaotique, en ce moment, pourquoi est-ce que lui, ses partisans, pourquoi est-ce qu'ils ont manifesté aujourd'hui? Dans ce cas, ils ne devaient pas manifester. Alors, si lui, ses partisans sont capables de manifester, donc il donne le droit aussi aux autres de manifester. Ça a toujours été comme ça, du 2 poids 2 mesures. Ses partisans sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent menacer sur les réseaux sociaux, ils peuvent insulter, ils peuvent agresser. Et quand les autres réagissent, on crie au scandale. Il n'a jamais été juste, il a toujours été pour l'injustice et pour cette façon de continuer à diviser pour régner. Parce que ce qu'il fait, en agissant ainsi, ses partisans, ils se sentent choyés, ils se sentent chouchoutés. Donc, automatiquement, ils ont l'impression que leurs frères sont leurs ennemis. C'est une technique bien réfléchie. Il sait très bien ce qu'il fait en agissant ainsi. Mais il faut que la population comprenne que, qu'on soit RHDP, qu'on soit RDR, qu'on soit PDCI, qu'on soit FPI, nous sommes tous des Ivoiriens et ceux qui sont en train de défendre la Constitution,
Ce sont des Ivoiriens comme eux. Demain, si Alassane Dramane Ouattara n'est plus là, ceux-là qui ont pourfendu cette constitution aujourd'hui, dans quelle position ils seront? Si nous avons un pays et que nous respectons les textes de notre pays, nous envoyons un message aux générations suivantes. Mais si on doit violer la constitution pour faire plaisir à une seule partie de la population, pendant que 80 autres % de la population est contre, je trouve qu'il y a de l'injustice. Et dans ces conditions-là, le peuple est prêt à prendre ses responsabilités. On pense donc nos téléspectateurs qui nous suivent depuis un bon bout de temps. Nous donnons la parole à un appelant de la Côte d'Ivoire, justement. Bonsoir, messieurs. Bienvenue à Appel sur le continent. On vous écoute. Bonsoir, c'est Médouard. Bonsoir pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Et moi, je suis un peu déçu par rapport au président Alassane Ouattara, que moi je répétais trop. Ça ne sert à rien de prendre un troisième mandat. Ça ne sert à rien de tuer nos frères africains. Ça ne sert à rien. Il n'est pas obligé de prendre un troisième mandat. Il faut faire comme notre grand-père Nelson Mandela. Il pouvait se présenter encore. Mais il a dit non. Je ne vais plus. Mais pourquoi ça arrive uniquement dans la zone francophone où on veut mourir au pouvoir? Et quand la population dit non, la première chose c'est qu'on envoie les militaires pour les tabasser. Ce n'est pas une bonne image pour nous. Ça ne sert à rien d'avoir les militaires dehors. Si les gens sortent dehors et ils ne font aucune casse, mais il faut les laisser marcher. Il faut juste encadrer la marche. Mais quand vous brimez les gens comme ça, vous tapez les mamans. Et moi, je pense que après Dieu, c'est nos mamans. Mais aucun enfant ne peut pas voir comment on tabasse sa maman et il laisse tranquille. Là, ça mène maintenant la haine. La haine va s'installer dans tous les pays francophones. Je prends le cas du Cameroun, le Mali, je prends le cas, c'est comme ça que la haine s'installe. Pourquoi on peut mourir au pouvoir? On n'a pas obligé, si on a un cœur, si on a peur de Dieu. Mais parce que tous ces chefs d'État, ce ne sont pas les Africains. Ils ont des nationalités français ou américains, quelque chose comme ça. Parce qu'un Africain qui a un cœur africain ne peut pas arriver à ce stade-là avec le peuple. Le peuple africain souffre aujourd'hui parce qu'on a dans notre pays les chefs d'État qui ont le double nationalité, donc ils s'en foutent des peuples. Ils s'en foutent carrément. Parce que tout ce qu'on va faire, même si ce n'est pas toi qui donne l'ordre pour que les policiers tabassent les populations, c'est toi que tout le monde regarde. C'est toi qu'on pointe le doigt. Tout ce que tu as fait, ça tombe dans l'eau. Tout ce que le président Alassane a fait aujourd'hui, franchement, il est en train de mettre la boue à l'intérieur. Mais il nous a dit, ça fait de moi aujourd'hui que je ne viens plus. Mais il faut partir. Laisse les autres venir. Voir comment ils vont gérer. Ça fait mal. Je dis ça fait mal quand on voit comment on tabasse nos mamans. Nos mamans, ça fait très mal. Je ne vois aucun ton qui va accepter qu'on tape sa maman devant lui, même si elle a tort. Cette personne va se révolter. Moi, je demande, s'il vous plaît, à nos chefs d'État africains d'écouter le peuple. C'est le peuple qui est dans le pouvoir. Quand le peuple dit non, écoute le peuple. Écoute pas les membres de son parti. Ils sont combien? Merci pour cet appel, très cher monsieur, depuis la Côte d'Ivoire. Et nous restons au téléphone et là, on va au Canada. C'est Madame Mona qui nous appelle. Bonsoir, Madame Mona. Madame Mona, bonsoir. Madame Mona. Monsieur Bachir, bonsoir à mes compatriotes qui se trouvent sur votre plateau. Et bonsoir à l'Afrique, bonsoir particulièrement aux Ivoiriens. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que M. Dramane Ouattara a un esprit de division. Voilà. Il a toujours utilisé la division. Il
Moi-même, je suis du Nord, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tous divisés. Ok? Il est venu en Côte d'Ivoire. Nous, on vivait en harmonie. Même avec les étrangers, on vivait en harmonie. Depuis Houphouët-Boigny, depuis Conan Bédié, depuis Gbagbo Laurent. On a toujours vécu en harmonie. On n'a jamais eu de problème. On a toujours accepté les gens en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui Alassane a fait? Même lui, on l'a accepté en Côte d'Ivoire. On n'était pas obligé de le faire. Même si on nous l'a imposé, mais on pouvait dire à Alassane Ouattara de partir. Mais on l'a accepté. Et aujourd'hui, c'est comme ça, il nous rend la monnaie. Et il fait la même chose avec les pays étrangers, les pays qui sont à côté de nous, comme la Guinée, le Burkina. Il nous a tous divisés. Est-ce que ce monsieur-là, vraiment, on peut vraiment le pardonner avec tout ce qu'il est en train de faire? Et regardez ce qu'il est en train de faire au Mali. Les Maliens, ils sont enclavés. Ils n'auront pas à manger. Ils vont trop souffrir. Comment quelqu'un, un être humain, un Africain, peut aussi agir de cette sorte? Non, vraiment, ce monsieur-là, toute l'Afrique doit être contre lui, ce monsieur-là. Toute l'Afrique, parce qu'il est venu détruire l'Afrique. Et tout le monde doit se lever contre lui. Pas seulement les Ivoiriens, mais tous les Africains doivent se lever contre lui. Parce qu'ils n'honorent pas l'Afrique. Merci et bonne continuation. Nous restons au téléphone avec un autre appelant de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Alors, notre appelant, il se réécoute. Quand vous appelez, s'il vous plaît, baissez le volume de votre récepteur. Comme ça facilitera la communication entre nous. Ou vous éloignez tout simplement du téléviseur. Voilà, ça traîne de ce côté-là. On va changer rapidement. On prend Narcisse Kouassi qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Narcisse, bonsoir. Bonsoir mes frères et bonsoir mon frère et ma soeur qui sont sur le plateau. Bachir, ce que je voulais dire, je n'apprécie, je suis pas d'accord avec ce que cet intervenant vient de dire, que Alassane Ouattara nous a divisés. Il ne nous a pas divisés. On est des êtres humains, on est assez responsables pour se faire diviser. Elle raconte quoi? Elle raconte du n'importe quoi. Il ne nous a pas divisés. C'est parce qu'on n'est pas très intelligent, c'est tout. Si tu ne peux pas vivre avec un peuple en harmonie pendant des siècles, et puis un individu va vous diviser, tu as dit qu'on nous a divisés. On ne nous a pas divisés. Bon, bref. Bachir, les Africains ne comprennent pas, surtout l'Afrique francophone. Ce monsieur-là, il a une mission. Il a une mission, là. Ce que Blaise Compaoré faisait au Burkina Faso, c'est ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et si les Ivoiriens ne sont pas capables de se débarrasser de ce monsieur, si on n'est pas capable, il faudrait qu'on trouve des stratégies pour s'en débarrasser de ce gars. Il faut qu'on fasse tout. Lui, il est en train de nous brimer, mais cherchons une stratégie. Il ne faudrait pas qu'on sorte pour se faire tuer comme des mouches. Non. Organisons-nous. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Pourquoi on ne s'organise pas? Ils viennent avec les armes, ils viennent avec les couteaux. Alors, ben, attendez. C'est parce qu'il nous manque. Organisons-nous. Qui a envie de se faire tuer? Moi, je n'ai pas envie de me faire tuer. Organisons-nous. On est plus intelligents qu'eux. Lui, il a une mission. Sa mission, c'est de nous mettre encore en esclavage. Mais qui veut être esclave? On n'a plus besoin d'être esclave. Donc, organisons-nous. On ne va pas se plaindre. On est toujours en train de se plaindre. Ça fait 10 ans qu'on est dans cette situation. On ne peut pas continuer de parler. Agissons maintenant. C'est tout. Il faudrait qu'on agisse. Ils viennent avec les armes, organisons-nous. On met les microbes. OK. Si on a mis les microbes là, organisons-nous. En une journée, on peut détruire ces microbes. Ensuite, on fera face aux forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre, là, on peut les maîtriser. Ils vont tuer combien? Organisons-nous, au lieu de se plaindre. Et on va laisser nos femmes, là, on va les tabasser comme des animaux. Et puis, on est là, on ne dit rien. Organisons-nous. Il n'y a pas de garçons à Abidjan, il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire.
Au lieu de planifier là, organisons-nous. Merci à vous, Narcisse Kouassi. Nous allons prendre Stéphane qui nous appelle également. Bonsoir, Stéphane. Oui, Stéphane, bonsoir. Je voulais intervenir également. Voilà, donc effectivement, l'intervenant également, je peux dire qu'il a un peu raison. Parce que si nous sortons de cette façon-là, je vous ai dit qu'ils vont nous tuer et c'est cadeau et ce sera gratuit. Vous comprenez? Donc moi, la solution que je voulais donner, c'est quoi? Vous voyez? Ce monsieur-là, comme il a dit, il est en mission pour l'Occident. Il est venu pour nous maintenir sous le joug de l'esclavage, sous le joug de l'impérialisme, sous le joug de la France. Et c'est cela, les Ivoiriens doivent comprendre que ce monsieur n'est pas là pour faire du bien aux Ivoiriens. Il est venu pour nous détruire. Alors donc il faut trouver d'autres alternatives parce qu'il a donné l'ordre aux forces, aux policiers et à l'armée de mater tous ceux qui vont sortir pour manifester. Et il a pris même un décret pour cela. Donc, si nous ne trouvons pas notre stratégie pour pouvoir dégager ce monsieur de là, c'est nos enfants qui vont en pâtir, c'est ces jeunes-là qui vont mourir cadeau. Je dis bien cadeau. Très bien. Alors, donc, je voulais lancer un appel à nos dirigeants, de l'opposition, qu'ils trouvent des alternatives, qu'ils trouvent d'autres solutions pour que vraiment ce monsieur-là puisse dégager, parce qu'il est venu pour une mission, comme l'autre l'a dit, pour nous détruire. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Stéphane, pour cette contribution. On va prendre un dernier appel pour cette série et retourner vers nos invités. C'est Madame Alice qui nous appelle de France. Madame Alice, bonsoir. Bonsoir les deux compatriotes qui sont sur le plateau. Bonsoir nos mamans, les Amazones de la Côte d'Ivoire. Bonsoir l'Afrique tout entière. Alors, tout d'abord, je voudrais m'adresser au peuple malien d'abord. La CEDEAO qui s'organise pour venir au Mali, je souhaiterais que, parce qu'ils ont fermé les frontières avec le Mali, la Côte d'Ivoire a fermé la frontière, les autres pays ont fait pareil. Donc, le Mali n'a aucun droit d'accepter tous ces présidents de la CEDEAO. Il ne faudrait pas que le Mali les accepte sur le territoire malien. Il faut mettre une barrière pour ne pas que ces gens-là viennent au Mali. Parce que ce ne sont pas des présidents, ce sont des France-Africains qui vont détruire le Mali. Enfin, bref. Je vais interpeller maman, comment elle s'appelle, Odette Lorugnon, parce qu'on a vu la vidéo où elle n'avait pas mis son masque. Donc, qu'elle fasse attention parce qu'il y a trop de corona. Je l'interpelle maintenant parce que dans les manifestations, on ne sait pas qui est qui. Donc, voilà. En fait, Alassane Dramane Ouattara veut mettre la Côte d'Ivoire en genoux. Alassane Dramane Ouattara, il est téléguidé par ceux qui l'ont installé en Côte d'Ivoire. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit d'être candidat et il veut forcer, il veut passer par la force en martyrisant nos parents, nos frères, nos sœurs, en mettant nos parents en prison. Qu'est-ce que les Ivoiriens attendent pour aller libérer ceux qui sont en prison? Qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire, 25 millions, l'armée de Dramane, qu'est-ce que l'armée de Dramane va vous faire? Vos parents sont en train de croupir en prison, ça fait 10 ans, il les a mis en prison. Vous attendez quoi pour aller les libérer? Vous attendez quoi pour aller en prison, libérer tous ceux qui sont là-bas? Alassane Dramane ne peut rien vous faire. Il dit, il a mis, comment on appelle ça? Il ne veut pas que les Ivoiriens manifestent à partir de quand jusqu'au 15. Mais pourquoi le RDR manifeste? Pourquoi cette loi ne s'applique pas au RDR? Le RDR pouvait asseoir sa marche pour qu'on dise oui, l'opposition, on vous a interdit et vous manifestez, vous êtes condamné pour ça. Mais en même temps qu'il interdit l'opposition de manifester, mais le RDR manifeste, eux, ils ne sont pas concernés. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Le RDR qui manifeste, ce ne sont pas des Ivoiriens aussi. Ou ce sont des gens de la CEDEAO qui ont toujours le droit sur nous les Ivoiriens. Je rappelle à M. Alassane Dramane Ouattara que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens.
La loi fondamentale de notre pays nous donne ce droit de manifester. Quand tu n'es pas content, quand un peuple n'est pas content, ce peuple a le droit de dire non. Donc, sa façon de nous traiter, on ira jusqu'au bout. Nos mamans doivent aller jusqu'au bout, on les soutient. Nous qui sommes loin d'ici, non seulement nous on manifeste ici, mais eux là, on les soutient, on les regarde de près. Donc, Alassane Dramane Ouattara qui quitte le pays, qui quitte notre pays, de deux, tout ce qui nous arrive là, c'est l'armée de Côte d'Ivoire qui donne ce droit à Alassane Dramane Ouattara de se foutre de notre gueule. L'armée de Côte d'Ivoire, vous voyez dans tous les pays du monde, quand le peuple dit non là, l'armée doit être avec le peuple. Alassane Dramane Ouattara, il a corrompu l'armée. Il a donné l'argent à l'armée. Donc l'armée, ils sont pris à la gorge. Il a introduit les mercenaires au sein de l'armée qui sont déjà divisés. Donc l'armée de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. À quand vous allez prendre votre responsabilité? Il faut des milliers de morts pour ouvrir les yeux. L'armée de Côte d'Ivoire ne doit même pas accepter qu'un Ivoirien tombe maintenant. Un seul Ivoirien qui tombe là, c'est pas bon. Pendant les élections de 2010 là, il y a eu plus de 3000 morts, plus de 3000 morts. Et maintenant, Alassane Dramane Ouattara est en train de finir vos parents pour installer les étrangers au sein dans notre pays. Et vous regardez Alassane Dramane Ouattara piétiner la Côte d'Ivoire, piétiner le peuple de Côte d'Ivoire, les femmes de Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes là. À quand l'armée va être responsable? À quand l'armée va comprendre que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens? On peut pas être une armée pour un pouvoir. On est armé pour un pays, on défend un pays et le peuple qui y réside. Vous n'allez pas être là, pour défendre un clan. Nom de Dieu. Ils sont en train de tuer vos peuples. Merci, Madame Alice, pour cette contribution depuis la France. Alors, on revient vers nos deux invités. Madame Eben Bouani, on a écouté vos compatriotes. Alors, ils expriment un ras-le-bol qui suscite quand même des inquiétudes. À cette allure, est-ce qu'on ne va pas se retrouver quand même face à une révolte? Nous sommes déjà dans la révolte. Nous sommes déjà dans la révolte. Si aujourd'hui on a décidé de sortir et crier notre ras-le-bol, si on a décidé de sortir aujourd'hui, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, dans la diaspora, c'est pour exprimer un ras-le-bol qui dit un sentiment de révolte. Et comme vient de le dire la sœur là, l'armée ne doit pas tuer un seul membre de la population. Mais on sait qu'à l'intérieur de cette armée-là, il y a des mercenaires. On sait que cette armée a été divisée. On sait que cette armée a été politisée. On sait que cette armée a été corrompue parce qu'il a reçu les chefs de guerre, il leur a donné de l'argent, etc., etc. Il leur a donné des instructions. Et donc, si l'armée ne se tient pas du côté de la population, ben on va gravir les échelons de la violence et puis la révolte va atteindre un certain niveau, mais je pense que nous sommes déjà embarqués dans la révolte depuis l'annonce de cette candidature qu'il veut briguer. On est déjà dans la révolte. Voilà. Alors, déjà dans la révolte, Isaac Kofi, il faut quand même rappeler que pour balayer les manifestations que le porte-parole du parti présidentiel qualifie de échec patent, et je le cite, et il annonce d'ailleurs une démonstration de force qui aura lieu le samedi 22 août. On attend environ 100 000 militants du RHDP pour cette investiture d'Alassane Dramane Ouattara comme candidat à la majorité, comme candidat de la majorité. Voilà. Alors, finalement, quand on voit que d'un côté, il y a interdiction de manifester et de l'autre, on annonce quand même une démonstration de force, la question qu'on a envie de poser, est-ce que ces interdictions seraient à géométrie variable? Bah, tout à fait, vous l'avez vous-même dit, hein? Et c'est le constat que tout le monde peut faire, la communauté internationale, tous les Ivoiriens et les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, ils savent que M. Ouattara n'est pas quelqu'un qui aime la justice. Voilà, il a toujours procédé avec des intimidations ou bien la force, tout simplement. Voilà. Et là, comme vous le dites, M. Ouattara prend des mesures sur mesure. Voilà. Depuis le mois de juillet, par exemple, pour enterrer son premier ministre, M. Gon Coulibaly, tout le Grand Abidjan était coupé des autres parties du pays.
il a levé cette interdiction en pleine période du coronavirus, en pleine croissance de cette pandémie-là. Il a levé l'interdiction pour que ses partisans puissent se réunir dans la ville d'Abidjan pour célébrer les funérailles de son Premier ministre et aussi se rendre à Korogo pour montrer que ce monsieur était populaire, ce qui n'était pas le cas. Et c'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Et il annonce d'une part, il prend un arrêté d'état d'urgence qui interdit les manifestations de rue jusqu'au 15 septembre. Pendant ce temps, il autorise les manifestations dans des lieux fermés. Mais je voulais lui rappeler aussi, si on peut être au stade Félix Houphouët-Boigny, on a des places, ce sont des lieux fermés. On peut aussi se manifester, je dirais, sur ces places-là. Mais aujourd'hui, même les militants du RDS sont sortis se manifester dans les rues. Ils étaient moins nombreux que ceux de l'opposition. C'était juste un groupuscule, mais ils étaient dans la rue et ils n'ont pas été matés. Ils ont au contraire été accompagnés par des policiers que nous savons qui sont pour beaucoup sans matricule. Ce ne sont pas des éléments des forces de police ni de gendarmerie, ce sont des mercenaires qui sont à la manœuvre. Nous demandons à nos frères des forces de défense et de sécurité d'ailleurs de dénoncer tous ces cas-là. Concernant le porte-parole dont vous avez parlé, qui dit que les manifestations de l'opposition, ce sont des échecs et qu'eux, ils vont nous montrer demain leur super puissance en Côte d'Ivoire, je dirais que ce monsieur est le plus gros bouffon de Côte d'Ivoire. Si c'est de lui vous parlez, monsieur Kobena Kwasi Adjoumani, c'est le plus gros bouffon, un être pittoresque, théâtral. Donc, ce qu'il dit n'engage que sa personne et son parti. Tout le monde connaît les réalités politiques en Côte d'Ivoire, connaît le poids de tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, M. Ouattara, il ne pèse rien. Le parti RDR, qu'ils appellent RHDP, le RHDP est un mouvement politique. Toutes les formations politiques qui la constituent sont partis, voilà, comme le PDCI, l'UDPCI, le MFA et bien d'autres partis. Il ne reste que le RDR qui a été encore divisé en plusieurs morceaux. Une très grande partie est partie avec M. Guillaume Soro. Une autre partie est venue au PDCI. Donc, c'est un groupuscule qui reste, qui soutient M. Ouattara. Et dit que cette manifestation qu'ils veulent organiser demain sera un grand succès, c'est faux. Je peux vous confirmer, déjà, j'ai reçu des vidéos de personnes qu'ils sont en train de convoyer du Nord. Des cas ont été réquisitionnés pour convoyer des personnes des villes et villages moyennant des sommes d'argent pour venir à Abidjan demain, errer dans la ville toute la journée, peut-être remplir le stade pour montrer à la communauté internationale qu'ils sont majoritaires. Mais cela, c'est archi faux. Les Ivoiriens seront aussi dans la rue demain, comme ils l'ont été aujourd'hui. Ils seront là pour dire non au troisième mandat. Il y aura des manifestations. S'ils peuvent se manifester au stade Félix Houphouët-Boigny, les autres peuvent se manifester aussi à la place de la République et sur, je dirais, toutes les places de Côte d'Ivoire. Donc, demain, nous verrons qui est vraiment majoritaire. Et puis, dire que M. Ouattara, il va gagner à la fin ce bras de fer, je le répète, c'est archi faux. Parce qu'il est vraiment très minoritaire en Côte d'Ivoire. Il peut user de la violence. Nous en appelons à tout le peuple de sortir. Nous sommes 25 millions. Nous en appelons à tout le peuple de sortir. Excusez-moi. Voilà. Nous en appelons à tout le peuple de sortir. Le moment venu, bien sûr, nous allons voir que la lutte des Ivoiriens va aboutir. Merci beaucoup. Isaac Kofi, on retourne vers nos téléspectateurs au téléphone en appelant de la Côte d'Ivoire. Allô, bonsoir. Voilà, c'est d'Angleterre, me signale-t-on. Bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. J'appelle de l'Angleterre, je voulais passer à l'émission. Vous êtes en direct, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Ok, j'aimerais saluer toute l'Afrique et saluer aussi M. Isaac Kofi qui fait un grand travail, qui informe le peuple à travers Internet, les réseaux sociaux, et aussi la sœur. J'aimerais dire que Ouattara est la gangrène de la Côte d'Ivoire. Depuis son arrivée dans ce pays, il n'a fait que diviser les Ivoiriens. Et voilà qu'aujourd'hui, il passe à une phase de sa vie en Côte d'Ivoire. Il veut vraiment déchirer tout le pays. Donc moi, je lance un appel à l'armée. Nous n'allons pas attendre à ce que le pire arrive. Nous n'allons pas attendre que le pire arrive pour agir. Il faudrait que l'armée prenne ses responsabilités pour bouquer Ouattara hors de la Côte d'Ivoire.
Et aussi, alors, je vais poser une dernière question à vous, Bachir Lardon. Il y avait une émission qui était prévue, qui avait pour intituler le grand débat sur Guillaume Soro. Qu'en est-il de cette émission? Merci. Voilà, merci à vous, très cher ami, pour cet appel depuis la Grande-Bretagne. En tout cas, Guillaume Soro donnera réponse à cela. Et je crois que c'est plus facile comme ça. Nous prenons un autre appel. C'est une dame, Signalton. Madame Cissé, c'est ça? Très bien. Bonsoir, Madame Cissé. Oui, bonsoir, Bachir. Bonsoir à mes frères depuis l'Occident. Bonsoir à ma sœur aussi, Madame Eben. Ma sœur Eben Boinet, l'un n'est plus à la tendresse. Hein. Nous sommes sur un plateau de combat, nous sommes en guerre. Ce monsieur-là, il n'a pas été élu en Côte d'Ivoire ici. Personne ne l'a élu. Donc, on utilisera tous les moyens pour qu'il dégage. Tous les moyens seront utilisés en Côte d'Ivoire pour qu'il dégage, puisqu'il ne défend pas les intérêts des Ivoiriens. Monsieur Bachir, ce matin, nous étions allés à la marche parce que pour répondre à l'appel patriotique de l'opposition. Quelle a été notre question? Est-ce qu'on n'a pas découvert un armada, tout un armada, toute la police, avec tous les cargos, je vous dis, armés, surarmés. Et toutes celles qui sont arrivées très tôt ont été enlevées, ont été embarquées. Si moi-même qui vous parle là, si j'étais arrivé un peu plus tôt, je serais à l'heure, je ne serais pas en train de vous parler. Mais pour dire quoi? L'heure est grave. L'heure est grave. Pour une simple marche, on fait sortir tout je ne sais pas, des chars. C'est pas possible. Pour une simple marche des femmes, des vieilles femmes, vous faites sortir des chars. Maintenant, je dis quoi? À tous les Ivoiriens, on va passer à une vitesse supérieure. L'heure arrivée de porter des cordiaux rouges. Toutes les femmes, opération cordiaux rouges. On va montrer notre nudité à ce monsieur-là. Puisqu'il ne veut pas entendre raison. Toutes les femmes ivoiriennes, on va porter cordiaux rouges. Et gare à ce militaire, ce mercenaire, ce microbe, je ne sais pas qui va venir tirer sur une femme ici. Gare à celui-là qui va... Comme ils ne sont pas nés de mère, ils ne sont pas nés d'une mère, ils n'ont pas d'enfant, ils n'ont qu'à venir tirer sur une femme. Parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Demain, vous partez marcher et vous empêchez les autres aussi de revendiquer. Je vous dis qu'à Bonois, à l'heure où nous parlons, ils sont allés brûler toute une gare routière, combien de bus. Et vous, les non-militaires, vous êtes là, vous croisez vos bras. Quelle est cette armée-là? Il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'hommes en Côte d'Ivoire ici? Quel est ce peuple-là? Merci à vous, Madame Cissé. Merci pour la contribution, Madame Cissé. Eh bien, on va prendre une autre dame cette fois-ci. C'est Aurélie qui nous appelle de France. Bonsoir, Aurélie. Aurélie, bonsoir. Que vous m'entendez? Bonsoir, Monsieur Bachir. Bonsoir. Merci de nous donner cette occasion de pouvoir nous exprimer. Je voudrais saluer Monsieur Isaac Lekofi. Merci pour le combat. Bonsoir, Tata Eben. Sois béni. Merci pour tout ce que vous faites. À ceux qui ne sont pas là, en tout cas les combattants emblématiques de Côte d'Ivoire qui ne sont pas là et qui donnent de leur temps, en tout cas pour nous qui ne sommes pas devant, merci pour le combat que vous faites. Alors, M. Bachir, moi, je voudrais juste évoquer en 5 petits points ce qui se passe. Aujourd'hui, il faudrait qu'on montre à cette pseudo, donc je mets entre guillemets, communauté internationale, que les Africains, aujourd'hui, ne sont pas les Africains de 1960. Il faut qu'on commence à analyser nos combats comme des chefs de troupe. Que ceux qui se mettent devant commencent à faire des étapes. Il y a celles qu'on dévoile et celles qu'on ne dévoile pas. Il faudrait évidemment qu'on arrête les idées dispersées et qu'on se mette ensemble, que l'opposition ne soit plus dispersée. Il faudrait qu'aujourd'hui, on ne soit pas comme des voix dissonantes, mais qu'on fasse comme le RDA à l'époque de Fouad-Boigny, pas pour avoir une décolonisation sous tutelle, mais une décolonisation totale. Je ne parle même pas de décolonisation, je parle de liberté avec un grand L. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faudrait qu'on fasse attention à tous
ces groupuscules qui pullulent en Afrique et qui nous empêchent d'avancer, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, cette communauté internationale qui n'avance pas, la CEDEAO, l'Union africaine qui ne sert à rien que de nous mettre des bâtons dans les roues. Il faudrait qu'on arrête avec ces criminels qui viennent injustement aider ceux qui veulent nous voler à mieux nous voler et nous tenir sous le joug. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, M. Bachir, il faudrait qu'aujourd'hui, le peuple malien dont on est fier, et je pèse mes mots, on est fier, bravo Madame Fofana, en tout cas pour ce que vous avez fait, il faudrait que le Mali ne décroche plus jamais, jusqu'à nouvel ordre, le téléphone du Quai d'Orsay et de l'ambassadeur de France. Il faudrait qu'il soit mis à l'écart. Aujourd'hui, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils prennent les décisions sur le prix du pétrole sans appeler l'Occident. Eh bien, le Mali doit faire la même chose. Quand ils seront prêts à parler à l'ambassadeur ou au Quai d'Orsay, on leur fera signe. Pour le moment, on n'a pas besoin d'eux. La révolution, c'est le peuple malien qui l'a fait. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, M. Bachir, il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux pays anglophones qui nous... Alors, il me semble que Aurélie, en tout cas, elle a donné 3 des 5 points qu'elle voulait évoquer. Peut-être reviendra-t-elle pour compléter. Hein. C'est très intéressant ce qu'elle dit. On prend Zerfel, ce sera le dernier pour cette série, et on retourne vers nos invités. Zerfel qui nous appelle depuis l'Allemagne. Bonsoir, Zerfel. Je salue mes confrères qui sont de l'autre côté du Skype. Je vous dis bonsoir, courage, et je dis du courage à tous les Ivoiriens. Ce qui me fait aujourd'hui, pour que je puisse encore appeler, c'est-à-dire que je demande à tous les Ivoiriens qui ont vu le policier gifler cette dame, cette maman, en pleine marche. Il faut que les gars puissent localiser ce monsieur tôt ou tard pour qu'il soit jugé. Pourquoi il a fait cela? Si ce sont ces hiérarchies qui lui ont donné l'ordre pour qu'il frappe les femmes en plein chose de marche, il va s'expliquer. Ça fait 1. De 2, moi je demande à tous les Ivoiriens, comme demain, à partir d'aujourd'hui, pas pour demain, parce que demain ils seront là, à partir d'aujourd'hui, comme ils nous ont empêchés de marcher, je demande à tous ceux qui sont sur les grandes voies, c'est-à-dire que des voies qui rentrent à Abidjan, où ils vont transporter les microbes de l'extérieur pour venir au stade Félicia, couper les arbres pour barrer ces routes-là, pour les empêcher aussi d'arriver sur Abidjan. Ça, c'est la moindre des choses. Et monsieur le journaliste Bachir, je vais vous envoyer une chose, comment dire, la conférence de presse du procureur d'Abidjan. Ce qu'il a dit, vraiment si c'est un procureur ou c'est un monsieur qui est là au détriment du pouvoir qui est là. Parce que toutes ces réponses qu'il a données devant le monde aujourd'hui, c'est nul. C'est comme, c'est pas des réponses d'un procureur. C'est-à-dire que lui, il a déjà pris parti avant de venir faire sa conférence de presse. Je vais vous envoyer ça pour que vous puissiez passer ça, comment dire, à la télévision si vous avez le temps, si vous permettez que ça passe, vous allez montrer ça au monde entier. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Parce que quand on voit des gens, des chats qui sont sortis, c'est pas possible. On ne peut pas pour une marche devant des femmes de rien, qui n'ont rien. Vous sortez une armée. Je ne sais pas si vous étiez prêts même pour combattre Boko Haram. Parce que il y a le Mali qui est là, il y a le Burkina qui est là. Vous n'avez jamais sorti ces trucs-là pour aller les aider. Mais tout simplement pour les Ivoiriens, vous sortez des trucs comme ça. C'est grave. C'est pour te dire que ceux-là, ils sont nuls. Et je m'arrête là, parce que l'appel que j'ai lancé là. Merci pour la contribution. Très nombreux sont ceux qui veulent intervenir également. Merci à notre cher Zerfel. Et pourquoi pas, nous attendons ces éléments auxquels vous faites allusion. Nous prenons donc Madame Christelle Maka qui était déjà en attente. On va la prendre donc avant de revenir vers nos invités. Christelle Maka, bonsoir. Merci. Je vous remercie de me donner la parole. Voilà. En fait, j'aimerais réagir sur la manifestation des femmes aujourd'hui. D'abord, l'attitude de Ouattara n'est pas étonnante parce qu'aujourd'hui, ce monsieur est en fait, il est paniqué, il est pris de panique
par rapport à la situation du Mali. Voilà, par rapport à la situation du Mali. Mais demain, il va vouloir donc, coûte que coûte, vouloir donc être investi donc en tant que candidat du RDR qui est déjà vide de substance parce qu'il n'y a plus personne au RDR, puisqu'il y a une grande partie des adhérents qui sont du côté de Guillaume Soro, et il y a ceux aujourd'hui qui se sont donc rendus compte de choses, comment dirais-je, de la nature même, de tout ce que, enfin disons, de la tromperie de Ouattara. Alors moi je pense que demain, il faudrait coûte que coûte empêcher l'investiture de Ouattara. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Donc, il va falloir qu'on marche. Et on ne peut pas respecter non plus, disons, ces restrictions venant de Ouattara. Et on ne peut pas le respecter parce que lui, il ne respecte rien. Il ne respecte pas la constitution de la Côte d'Ivoire qui piétine à longueur de journée. Et pourquoi nous, on doit respecter ces restrictions de manifester ou pas? Je pense que nous avons cette liberté, nous sommes chez nous, on doit manifester. Donc, coûte que coûte, demain, on doit empêcher Ouattara, Dramane de faire l'investiture. On doit l'empêcher. De toute façon, ces militaires ne sont pas aussi nombreux que les Ivoiriens. Alors, donc, il va falloir qu'on... Voilà, donc je lance cet appel-là à tous les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'intimidation partout. Je prends le cas d'Aboville, donc qui est contrôlé par Adama Butogo. Et aujourd'hui, ils sont en train d'intimider les jeunes là-bas qui veulent marcher. Là, actuellement, Aboville est pris, c'est-à-dire qu'à Beauville, aujourd'hui, il y a tout un bataillon de militaires qui sont versés là-bas. Tout ça pour empêcher la marche. Et je peux vous dire aussi que ce que, disons, Ouattara appelle ses partisans, ce sont les 3 millions de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, ces ressortissants burkinabés qui vont remplir le stade de Ouattara s'ils peuvent le remplir. Parce que là, demain, on va les empêcher d'aller jusque là-bas. On n'a plus besoin de... Voilà, tout le monde sait que Ouattara est un antidémocrate. Tout le monde sait que Ouattara était sanguinaire. Et avec... On va remercier Mme Christelle Maka pour sa contribution. On comprend bien les revendications des Ivoiriens. Et on ne va pas aussi stigmatiser quand même les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire qui ne demandent qu'à vivre aussi en paix. Et en tout cas, je sais que le peuple ivoirien est très mature puisque la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Il y a des Africains de toutes les nationalités qui y résident et comme les Ivoiriens eux-mêmes, ils veulent vivre en paix. Alors, Madame Eben Bouani, je me retourne vers vous. L'une de vos revendications, je veux dire les revendications de l'opposition, concerne la commission électorale, la CEI donc, mais aussi la question du fichier électoral. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, il est encore possible de revoir tout ça? Oui, il est encore possible, mais pas pour les élections du 31 octobre. Les élections ne peuvent pas se tenir avec ce climat délétère-là. Je prends d'abord la composition de la CEI. Elle a été décriée sur tous les toits. La Commission des droits de l'homme de l'Union africaine a réagi. Ce monsieur ne s'est pas plié à ça. Parce que lui, il en fait à sa tête et il est de façon congénitale. Lui, il faut toujours qu'il ne respecte pas tout ce qui est légal. Il n'a pas réagi, il a fait toujours ça, il a continué dans sa mascarade. Il semble que le PDCI a nommé quelqu'un et tout ça là. Mais de façon globale, la CEI ne respecte pas les textes qu'elle doit respecter. Ensuite, concernant la liste électorale, c'est tellement ridicule. La Côte d'Ivoire est tellement bafouée, est tellement réduite à, je ne sais pas moi, à un no man's land, un terrain vague où chacun vient et puis fait ce qu'il veut. La liste électorale, nous ici au Canada, nous sommes enrôlés. Et il semble que tout ce qui a été fait a été, comment on appelle ça, a été endommagé dans le transport par DHL. Bon, qu'on nous prenne au sérieux quand même si on veut mentir, là, trouvons quand même des raisons qui tiennent la route. Comment est-ce que DHL, qui est une entreprise aussi sérieuse et qui est vieille de plusieurs dizaines d'années, peut endommager des documents aussi importants qui concernent l'élection d'un pays?
Et il semble que tous ceux qui se sont enrôlés, ils ont donné un chiffre là, ils ont disparu, le fichier a été endommagé. On sait que c'est n'importe quoi. Pendant que tous les Ivoiriens de la diaspora n'ont même pas réussi à se faire enrôler. On a utilisé le coronavirus pour se donner bon dos, mais on sait que tout ça là, c'était de la mascarade. Maintenant, concernant ces élections, elles ne peuvent pas se tenir le 31 octobre dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Il serait sage, si on veut vraiment être la personne qu'on dit être, une personne démocrate, une personne honnête, ces élections-là ne peuvent pas avoir lieu le 31 octobre. On les repousse, on prend le temps de revoir la liste électorale parce qu'il semble qu'il y a tellement de doublons. Il y a des gens qui ont les mêmes informations, ils ont le même nom, ils ont le nom du même père, de la même mère, ils sont nés dans le même endroit et ils sont dans plusieurs villes en même temps. On sait très bien que c'est du faux, il a toujours fait du faux ce monsieur et ça transparaît dans tous les actes qu'il pose. Ces élections ne peuvent pas avoir lieu le 31 octobre. Nous sommes d'accord qu'elles ne se tiendront pas. Elles ne peuvent pas se tenir et elles ne doivent pas se tenir parce qu'on va aller encore dans le remake de 2010 et de 2015. Donc, ceux qui sont à la tête de ces organisations-là, qu'ils redescendent un peu sur terre et qu'ils se conforment un peu, une fois dans leur vie, à ce qui est légal et à ce qui est normal. On ne peut pas faire les élections dans les conditions que moi je vois là. Donc, que la liste électorale soit revue, que nous autres qui avons été sciemment rayés de cette liste-là, que nos noms figurent et que la commission électorale indépendante soit revue et que le président de cette commission-là, qui ne joue pas franc jeu, je crois qu'il soit démis de ses fonctions pour qu'on puisse aller à des élections, pour une fois, depuis 2010, crédibles et où tout le monde peut se présenter. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Très bien. Merci, Eben Boigny. Alors, Isaac Kofi, est-ce que vous partagez quand même cet avis de Mme Boigny qui estime qu'en l'état actuel des choses, s'il faille vraiment s'en tenir à la réforme de la CEI et bien sûr à la révision du fichier électoral, les élections devraient en principe être repoussées. Est-ce que le report des élections fait partie des revendications de l'opposition? Bon, officiellement, l'opposition n'a pas demandé le report de l'élection et c'est ce qui surprend la population. Parce que, en l'état actuel des choses, comme Mme Boigny a parlé de vous aussi, vous avez parlé de la commission électorale indépendante et vous avez parlé du fichier électoral, mais il y a bien d'autres problèmes encore. Il y a aussi le Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas être juge et parti en même temps. Tous les 6 membres du Conseil constitutionnel ont été élus ou choisis par M. Dramane Ouattara. Et c'est eux qui sont chargés de valider ou d'invalider sa candidature. Et l'on sait déjà ce qu'ils vont faire. Et ce Conseil constitutionnel n'est pas crédible. Et je rappelle que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au Mali, c'est le Conseil constitutionnel. Au Mali, le Conseil constitutionnel a invalidé le résultat des élections législatives dans 30 circonscriptions et a du moins octroyer la victoire aux partisans de M. Ibrahim Boubacar Keïta, ce qui a levé le courroux de la population qui a commencé à se manifester depuis le 5 juin 2020 jusqu'à ce qu'il y ait eu censure mort d'homme, 14 personnes assassinées par les forces de M. Keïta. Donc en Côte d'Ivoire... Isaac Kofi, est-ce que vous ne faites pas là un procès d'intention aussi membres du Conseil constitutionnel quand vous dites qu'ils sont acquis à la cause du président Ouattara, ils vont valider sa candidature, etc., quand même? Bon, ok. Qu'est-ce que je peux dire? Le président du Conseil constitutionnel lui-même, qui est en fonction actuellement, sachez que c'est un membre du parti de M. Ouattara. Il était membre des Forces Nouvelles de la Rébellion. Il a été choisi par M. Ouattara pour occuper le ministère de la Justice et de garde des Sceaux pendant le gouvernement de transition après, je crois, les accords de Marcoussis. Et il a continué avec ce monsieur. Il est devenu président du Conseil, d'abord de la Cour suprême et après président du Conseil constitutionnel. Et de même, le président de la commission électorale indépendante actuelle était son directeur de cabinet. Donc, c'est en fait un même groupe. C'est un groupe de personnes qui ont été choisies par M. Ouattara. Donc, les partis politiques et la communauté même ivoirienne ne peuvent pas leur faire confiance. Il faut des personnes qui soient neutres, qui peuvent inspirer confiance, donc qui donnent quand même une certaine crédibilité à l'élection. Je rappelle qu'en l'an 2000, l'élection pour sortir de crise aussi, après le coup d'État, il a fallu une personne
dont je dirais, l'honorabilité était au-dessus de tout soupçon, le monsieur Honoro Guillet, qui a supervisé l'élection. Il a tenu bon face aux menaces de monsieur Robert Gueye, du général Gueye, qui voulait lui faire annoncer des résultats contraires à ce qui était sorti des urnes, c'est-à-dire le déclarer vainqueur plutôt que déclarer M. Laurent Gbagbo vainqueur. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc, ce Conseil constitutionnel, il n'est pas crédible. La commission électorale indépendante, le président n'est pas crédible. Mais pire, 320 membres des 360 commissaires sont du RDR, du parti dit RHDP. Ce n'est pas possible d'aller à des élections avec les juges, les joueurs sont en même temps des arbitres. Ce n'est pas possible. Et la liste électorale, on a vu des personnes nées en 1850 qui sont sur cette liste. On a vu des personnes, disons, qui allaient se faire inscrire juste avec un certificat de nationalité sans photo d'identité. C'était à ces questions qu'on s'intéressait, qu'on essayait d'apporter des solutions avant que M. Ouattara ne jette, je dirais, la pavée dans la main en disant qu'il est candidat à un premier mandat d'une troisième république, ce qui est archi faux, c'est un troisième mandat. Donc, pour l'heure, tout le monde est focalisé sur la candidature, le viol de la Constitution, le troisième mandat de M. Dramane Ouattara. Donc, on a oublié un peu l'histoire du Conseil, de la Commission électorale indépendante et des autres, tels que le Conseil constitutionnel dont je parlais, et puis aussi la liste électorale. Mais sachez qu'en temps, il y a eu la résolution judiciaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande à M. Ouattara de réexaminer, qui demande au gouvernement ivoirien, à la CEI, de réexaminer tout cela, de faire une CEI qui soit consensuelle, acceptée par tous, ce qui n'est pas le cas. M. Ouattara empire, non seulement il refuse d'appliquer les résolutions de cette Cour de justice, mais il empire la situation en voulant violer maintenant la Constitution. Est-ce que si ce monsieur, il peut passer de force, être candidat accepté, est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'élection? Parce que déjà, je rappelle, sur le plateau de la RTI, M. Bictogo a dit que le RDR pesait 65%, je crois, le PDCI 20% et le FPI 10 ou 15%. Donc, c'est un peu les résultats des élections qu'ils donnent déjà. En plein recensement ou en plein enrôlement électoral, ils avaient dit qu'ils avaient 4 millions de personnes qui s'étaient inscrites de leur parti. Comment le savent-ils? Tout cela est faux, c'est de la mascarade, c'est préparer l'opinion publique à la fraude qui arrive. Donc, il faut savoir que l'élection aujourd'hui n'est pas vraiment possible. Ce n'est pas possible à la date du 31 octobre. Ce n'est pas possible. Mais les partis politiques n'ont pas demandé le report. On se demande bien pourquoi. Peut-être qu'ils ont un autre agenda où le moment venu, ils vont se prononcer. Mais ce n'est pas possible matériellement, techniquement. Et puis, bon, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, la fraude et la contestation de la population, la contestation de la fraude. Donc, il faut purement et simplement reporter ces élections. Maintenant, est-ce que M. Ouattara va accepter cela ou passer en force comme il sait le faire? Bon, nous attendons pour voir. Merci en tout cas. Jusqu'ici, bon, on va se donner quand même le bénéfice du doute en croyant à l'impartialité de la justice. Mais comme vous l'avez dit, et nous lisons ici effectivement qu'en Côte d'Ivoire, le président de la République nomme le président du Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans non renouvelable, selon l'article 128 de la Constitution de 2016. Alors, on va prendre 2 derniers appels, messieurs, et on revient faire notre dernier tour de table. C'est Nestor Kofi qui nous appelle de Paris. Nestor Kofi, bonsoir. Monsieur Bachir. Bon, moi, je voudrais intervenir. Allô? Nestor Kofi, vous êtes en direct, allez-y. Voilà. Je voudrais intervenir. D'abord, je salue Isaac Kofi et puis Eben Boigné pour leur brillante prestation. Et mon problème, c'est autour des institutions en charge des élections. Le Conseil constitutionnel, il y a M. Bitogo qui est le directeur exécutif du RHDP qui dit que tout Ivoirien qui n'est pas RHDP doit libérer le tabouret. Et aujourd'hui, on voit que un monsieur comme le président du Conseil constitutionnel, il n'a pas libéré le tabouret. Ça veut dire que déjà, il est du côté du RHDP. Donc, le jeu n'est pas équitable. Voilà pourquoi l'opposition demande tout le temps
de réformer ces institutions. Il en est de même pour la CEI. Il faut un audit. Mais ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que la CEDEAO, l'UA et toutes les grandes institutions qui attendent comme un médecin après la mort avant de venir au chevet des pays comme le nôtre qui visiblement couvre comme un volcan et on sait que moindre étincelle, ça va exploser. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ces institutions-là, ils attendent quoi? La CEDEAO. On a vu ça au Mali. Combien de temps le Mali est descendu dans la rue avant que cette CEDEAO vienne? Hein? Très bien. Merci. Allô? Oui, oui, très cher Nestor Oui. Kofi. En tout cas, on vous écoute très Je bien. vous écoute. Oui, Allô? allez-y. On a encore 30 secondes avec vous, je vous en prie. Allez-y. Donc, moi je pense que voilà, malheureusement, notre ami Nestor Kofi, certainement appelle-t-il pour la première fois. Notez qu'une fois à l'antenne, ne cherchez pas à vous réécouter, parlez tout simplement. On vous écoute et on pourrait éventuellement vous relancer en fonction de ce que vous avez à dire. Prenons donc le dernier appelant. Ce sera qui Monsieur Olivier. Bonsoir, Olivier. Et merci de me donner la parole. J'appelle de Paris. Oui. Mon intervention va porter sur la situation actuelle que connaît la Côte d'Ivoire. Oui. Monsieur Dramane Ouattara, si vous m'entendez, je continue. Hein. Monsieur Dramane Ouattara est en train de faire la preuve même de son existence. Et je pense que le karma existant est en train de montrer à Dramane Ouattara le calcul et le cumul de tout ce qu'il a fait durant son vécu et surtout son passage en Côte d'Ivoire. M. Dramane Ouattara a usurpé le pouvoir et aujourd'hui encore, il ne veut pas laisser le pouvoir. Donc, il essaie d'inventer des logiques assez pas honnêtes avec des personnes comme Adjoumani qui racontent, pour moi, ça s'apparente à du maraboutage, ce qu'il fait en ce moment. C'est véritablement du maraboutage parce que ça n'obéit à aucune logique juridique. Et je tiens ici à saluer mon frère Isaac qui fait un bon boulot, qui a fait un bon boulot. Et quand c'est vrai qu'on n'est pas du même parti, moi je suis du Front populaire ivoirien, et lui du PDCI, mais le travail qu'il fait est très important et c'est très bien. Ce que je voulais aussi pour rajouter, les Ivoiriens doivent prendre leur destin en main. L'heure n'est plus à crier haut et fort où se trouve la France, où se trouve l'Afrique. Non. Déjà, on a toute l'Afrique avec nous par le canal du Média Afrique Média Télévision. Et nous devons saisir cette pêche-là pour donner de la voix. Mais surtout, nous devons prendre des mesures plus importantes encore. On doit s'en prendre à l'économie occidentale en Côte d'Ivoire. Oui, le cacao, c'est l'économie occidentale. Parce que c'est une culture que nous faisons chaque année, mais qui en réalité profite aux Occidentaux. Donc, il faut que les Ivoiriens se lèvent pour empêcher l'exportation du cacao vers les ports ivoiriens. Je vais parler du port autonome d'Abidjan, du port de San Pedro, et pour finalement déboucher sur les ports occidentaux et dans les poches des Occidentaux. Il faut qu'on fasse à notre niveau dans les campagnes, surtout après que nos parents aient perçu leur dû, s'agissant de leur production qui serait achetée par des marchands et tout ça. Après ça, il faut qu'on empêche les véhicules qui vont regagner les différents ports. C'est le plus important aujourd'hui. Cette mesure-là va interpeller plus d'un et ça fera que la Côte d'Ivoire fera parler d'elle un peu partout. Le silence de M. Laurent Gbagbo, notre président, c'est un silence évocateur, c'est un silence qui en dit long, c'est un silence qui fascine aujourd'hui. Et Dramane Ouattara, ce Dramane criminel spirituel, oui, je le dis. Dramane Ouattara mérite un carton jaune parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, beaucoup de musulmans ne prient plus Allah, ne prient plus Mahomet, mais prient plutôt Dramane Ouattara. Big Togo et Adjoumani humilient l'intelligence ivoirienne et tordent le cou au minimum de droits que nous avons en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a 2 poids 2 mesures. C'est vrai, Dramane Ouattara va réunir un millier de personnes, peut-être même plus. Allez, merci à Olivier. Malheureusement, Olivier, compte tenu du temps, on va reprendre la parole. Rassurez-vous, c'est un sujet qui reviendra dans le cadre de nos éditions du week-end. Merci à Olivier le Monarque. On n'a plus que 2 minutes pour refermer l'édition. Eh bien, 1 minute, ce sera pour notre chère dame Eben Boigny. Madame Boigny, alors,
comment faire pour éviter le pire aux Ivoiriens? En une minute, hein, ces Ivoiriens qui ne demandent qu'à vivre en paix. Ce qu'il faut faire pour éviter le pire, c'est que le président Alassane Ouattara retire ses intentions de se présenter. Qu'il retire ça. Parce que nous n'allons pas le laisser bafouer notre constitution. Nous n'allons pas le laisser bafouer nos fondements jusqu'à ce point-là. C'est la seule solution. Qu'il retire ce qu'il a dit, qu'il retire ses paroles. Parce qu'il fonce dans le mur, il n'écoute pas ce qu'on dit à gauche et à droite parce qu'il se sent tellement tout puissant. Je pense qu'il a remplacé Dieu sur terre, donc rien ne peut lui arriver, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il a en face de lui des êtres qui n'ont aucune colonne vertébrale, donc il peut faire tout ce qu'il veut, il peut marcher sur les Ivoiriens, mais nous sommes en train de lui dire qu'il n'est pas en face de personnes qui n'ont pas de colonne vertébrale. Nous allons nous tenir devant lui et nous allons lui dire notre façon de penser. Qu'il se retire de ses intentions de vote et puis de candidature et puis tout va bien se passer. Merci voilà ce que Madame, je peux dire. Et en dernier, que nous ne faiblissions pas dans ce que nous avons engagé. Nous avons décidé de nous engager pour défendre les institutions de notre pays, pour défendre la dignité de notre pays. Ce n'est pas le moment de faiblir. C'est sûr que quand on s'engage dans ce genre de choses, il y a des coups qu'on prend à gauche et à droite. Mais il ne faut pas faiblir, il faut continuer jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Merci à tout le monde. Tenez-vous prêts à aller jusqu'au bout et on le fera pour la Côte d'Ivoire. Allez, merci Madame Boigny. Alors, Isaac Kofi, un dernier mot justement, en une minute, qu'adviendrait-il donc si cette solution ne passait pas, celle du retrait de la candidature du président Ouattara? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui pourrait aboutir à la paix? Bon, une autre solution, je ne vois aucune à l'horizon. Donc, c'est le lieu aussi d'interpeller la communauté internationale. Le secrétaire général des Nations Unies s'est adressé, il a émis un communiqué le 18. Donc, nous espérons qu'ils vont prendre à bras le corps ce problème-là, ne pas attendre que les choses s'empirent avant de venir comme des médecins après la mort. Une autre solution, je ne vois pas. M. Ouattara doit purement et simplement respecter la Constitution. Et après cela, il faut faire les réformes dont nous avons parlé. S'il les refuse, quelle est l'alternative? Bon, cela, peut-être, c'est les partis politiques qui le diront, mais concernant le peuple, ils vont être toujours dans la rue. Donc, il faudrait appeler aussi aux forces de défense et de sécurité de faire tout pour protéger cette population, pour éviter des morts et des blessés inutiles. Le pays n'en a pas besoin. Nous avons besoin de rester unis pour avancer toujours la main dans la main. Donc, c'était mon dernier mot. Merci pour l'invitation que vous m'avez bien sûr accordée sur votre chaîne. Merci infiniment, Isaac Kofi. Un grand merci à Madame Eben Boigny. Le président Ouattara, âgé de 78 ans aujourd'hui, élu en 2010 puis réélu en 2015, avait annoncé dans un premier temps qu'il passera le pouvoir à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais après le décès de ce dernier le 8 juillet, Alassane Ouattara a annoncé le 6 août qu'il briguerait finalement un troisième mandat. Une situation qui fait monter de nombreuses tensions dans le pays. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.